Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute. Salut à tous, vous allez écouter un épisode de catch-up du panier qui honnêtement était un plaisir à enregistrer. Alors, j'ai enregistré avec Thomas Roueux, qui est le CEO et le cofondateur de SnowLeader. Le premier jour de la grève des transports, c'était fin 2019. Si vous êtes des fidèles du panier, vous le savez, c'était un épisode qu'on a enregistré au Grand Rex. C'était assez rigolo. Depuis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, 1, grève des transports. 2, il lève 10 millions d'euros sur une belle valo et une belle progression. 3, le Covid arrive et les montagnes sont fermées, les pistes sont fermées. Comment tu réagis quand tu es justement un acteur important du sport outdoor ? Ils font moins 85% en début de Covid, ils finissent l'année à plus 30%, ils sont restés agiles en se basant fortement sur la data pour savoir quelle catégorie pousser, quel coup de poker faire sur certaines familles de produits, ils ont gardé le lien avec leurs consommateurs, ils avaient un projet d'ouvrir un max de boutiques, enfin en tout cas de se développer sur le retail, on en parle, forcément il y a eu un frein, mais du coup on aborde ce sujet, l'évolution des foncières, des loyers, l'avenir des flux physiques pour les magasins et e-commerçants. Et enfin, l'international. Comment est-ce que tu développes à l'international ? Comment est-ce que tu joues l'international dans cette année un peu compliquée ? Et surtout dans une accélération qui est ultra forte, qui est celle que SnowLeader a connue. Tous ces points, Thomas nous les détaille dans cet épisode du catch-up qui, je vous le garantis, est passionnant. Bonne écoute ! Salut Thomas. Salut. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Tu vas bien ? Pareil. Alors Thomas a un grand sourire, il a de belles couleurs, mais il s'est levé à 5h du mat, il arrive directement d'Annecy. Mais tout va bien se passer, j'en suis certain. Je suis heureux de te recevoir, on s'est vu fin 2019 au Rex. Je découvrais la loge du Grand Rex, la grande loge du Grand Rex. Oui, c'était passé plein de choses bizarres dans cette loge. Voilà, on l'imaginait, il n'y avait aucune trace, il n'y avait rien, on ne le savait pas, mais on l'imaginait clairement. Mais c'était assez fun. C'était le jour du lancement en plus de la nouvelle saison. De Rancho, ouais. C'était fin novembre. Vous avez répété l'opération ? On n'a pas répété l'opération parce qu'il y a eu deux, trois petits aléas. Alors, le jour où on a enregistré, c'était le premier jour de la grève des transports qui précédait de quelques semaines, une super levée de fonds que tu vas me raconter, qui précédait de quelques semaines le Covid. Et bien que SnowLeader ait déjà commencé une diversification à l'époque, tu es quand même assez dépendant de l'industrie de la neige, on va dire. Ouais, en fait, on peut dire qu'il y a eu deux crises. Il y a eu à la fois le Covid et la fermeture des stations de ski, qui était une crise dans la crise, quoi. Une crise dans la crise qui vous avait affecté super fort. T'as commencé à moins 85% de volume sur les quelques premiers mois. Ouais, t'as quand même réussi à finir l'année à plus 30%. Ouais. Belle prouesse, et tu vas nous expliquer comment rester agile pendant la crise, comment est-ce que tu as géré tes différentes catégories, que tu as boosté certains produits, tu as fait des coups de poker aussi sur des familles, on va comprendre. J'aimerais aussi comprendre comment tu as réussi à garder un lien avec tes consommateurs. Il y a un lien fort, je pense, entre SnowLeader et ses consos, surtout que tes premières boutiques, et tu m'avais expliqué dans cet épisode, c'était top, que ces premières boutiques avaient vraiment boosté la légitimité de SnowLeader auprès de ses fournisseurs et de sa clientèle. Et bien, comment on fait pour garder ce lien fort quand on ne peut plus les croiser ? Ton ambition était d'accélérer sur le retail aussi. Forcément, l'année Covid compliquée, mais on va en parler. On va surtout parler des flux de consommateurs, notre approche du retail dans la ville, physique. On fera un petit détour par l'international avant de terminer sur le pilotage de l'entreprise et ta relation avec tes invests, ton recrutement et puis la quête de sens qu'il y a chez SnowLeader. Bienvenue, ça nous fait tout un programme. Donc ouais, on commence avec la grève des transports et une super levée de fonds. Tu avais levé 10 millions, c'est ça, en janvier Exactement, on a closé fin décembre et on l'a annoncé
mi-janvier, on a un gros salon international à Munich, donc voilà, on avait décidé de lancer la com à ce moment-là pour aligner les planètes en termes de buzz, quoi. Et bim, les planètes s'alignent avec le Covid. Ouais, ça c'était. Et pendant un an, il n'y a plus de ski alpin. Ouais, bah, en fait, nous, notre exercice comptable, il est du 1er mars au 28 février. Donc, on a eu vraiment 12 mois sans remontée mécanique en France. Hein. On y reviendra après, mais l'international nous a bien sauvés. Mais c'est vrai que sur la France, qui fait quasiment 50% de notre chiffre d'affaires, le fait de ne pas avoir de remontée mécanique, en tout cas au début de l'exercice, ça a été super impactant. Comme tu le disais, le premier reporting envoyé aux nouveaux invests... reporting trimestriel, donc mars, avril, mai. Ouais, on fait des mensuels, mais ouais. Bah, okay, bon. Du coup, c'est sûr que ça tend un peu les postures. Mais t'es levé avec qui? On a 1, 2, 3 en lead, Sophie Mac et puis BNP. Ok. Et du coup, le premier mois c'était vraiment tendu. Puis moi, le Covid, en plus, c'est pas que je l'ai pas vu venir, mais je pensais pas du tout que ça allait avoir cette ampleur, quoi. J'ai pris ça avec beaucoup d'ironie un peu au départ, et je l'ai bien pris en pleine poire, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Surtout avec la fermeture des remontées, des stations de ski. Comment se passe la relation avec tes invests? Du coup, tu closes fin 2019, tu l'annonces en janvier. Ton année commence sur cette crise. Mm-hmm. L'année, c'est la relation avec les invests. On va dire que en fonction de la typologie des invests, ça a été plus ou moins facile à gérer. Ils ont eu une volonté du coup de participer à la gouvernance pour vraiment être sûr que... Pour aider ou pour contrôler? Un peu des deux, je pense. Et du coup, moi, je voulais pas du tout... c'était pas la philosophie du deal qu'ils interviennent dans la gouvernance. Donc du coup, il a fallu tenir bon, leur expliquer que tout ce qu'on mettait en place. Et puis on a eu la chance rapidement avec le début du printemps d'avoir les chiffres qui remontaient, donc ça a permis de remettre de la confiance et du coup ça a facilité la relation qui était naissante, hein, parce que du coup quand tu closes un deal, t'as quand même passé pas mal de temps à discuter. Mais et puis si tes invests sont pas idiots, ils savent bien qu'on est tous dans la même galère et que... Ouais, c'est pas être idiot, en fait, c'est en fonction de la typologie des entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille. 1, 2, 3, par exemple, ils ont beaucoup d'hôtels, ils ont la Folie Douce à Valto, donc ils étaient très à même de comprendre les difficultés qu'on rencontrait. D'autres invests qui n'ont pas forcément la même typologie d'entreprise saisonnière comme nous on peut l'être, du coup ils avaient un peu plus de difficultés à comprendre, à appréhender le sujet, quoi. Exactement, ouais. Et puis en fait c'était il y a un an, enfin un peu plus d'un an maintenant, mais on oublie tout ce qui s'est passé du 1er mars au 30 avril. C'était un truc de malade, hein. La poste livrait plus, les transporteurs passaient plus dans les maisons, je veux dire, il s'est passé quand même des trucs de malade qu'on a un peu oubliés, mais ce premier lockdown, il a été terrible. Je veux dire, plus rien ne fonctionnait, quoi. On se battait pour des rouleaux de PQ dans les supermarchés, hein. Enfin, je trouve qu'on l'a gommé assez vite. On passe vite à autre chose, hein. Ouais, c'est un truc de malade, mais tu vois, ce matin, justement, je me remémorais un peu toutes les étapes depuis qu'on s'était vu au Grand Rex. Moi j'étais en station le jour de l'annonce de la fermeture des bars. T'avais tout le monde qui était ébahi dans les rues à se dire mais où est-ce qu'on va? Les stations, elles ont quand même viré les saisonniers du jour au lendemain, qui avaient pas de... les saisonniers, ils passent de station de ski à station balnéaire, ils se sont retrouvés à la rue parce que les mairies les ont expulsés des logements saisonniers parce qu'ils avaient peur que... Pour les saisonniers, ça a été une année terrible. Ouais. T'as été là. Et du coup, je veux dire, il s'est passé tout a été vraiment... il a fallu... c'était vraiment une gestion de crise, quoi. C'était par rapport à un métier de patron, gestionnaire de crise, c'est encore un autre... un nouveau job, quoi. T'as vu combien d'employés? Début 2020 Début 2020, on était 120, là on est 160, donc même au niveau des recrutements, ça a été ultra galère parce que toutes les formations, on a dû tout décaler au 11 mai, je crois, c'était la fin du premier lockdown. Donc les gens, ils étaient en stand-by, est-ce que vous allez vraiment me prendre? On a des collaborateurs qui sont allés se confiner à l'étranger,
c'était des collaborateurs étrangers. Mais du L'étranger, coup, stations de ski en Suisse, de l'autre côté de la montagne. non, mais loin. des Britanniques ou des Espagnols où les dates de lockdown n'étaient pas les mêmes. Du coup, ils pouvaient pas revenir. Enfin, ça a été vraiment Compliqué. Comment est-ce qu'on reste agile, du coup, en tant que retailer, avec tes boutiques qui ferment et avec tes catégories de produits complètement impactées? Bah, tu restes agile déjà en ayant de la data qui soit fraîche et où tu observes un peu les micro-mouvements pour prendre les bonnes décisions. Si on parle du printemps 2020, on a vu qu'il y avait une tendance de consommation sur tout ce qui était tente, camping. Les refuges étaient fermés, mais les gens avaient envie d'aller en montagne. Donc ça, on a passé des commandes assez tôt pour pouvoir sécuriser du stock. Et après, on reste agile avec une équipe qui est agile, quoi. Parce que de mettre en place, nous, on n'est pas très home office chez Snow Leader. On travaille sur des iMac, donc de passer 120 collaborateurs en home office en 36 heures, ça a été chaud, quoi. Les équipements VPN n'étaient pas prévus pour avoir un tel trafic. Il a fallu racheter des équipements, tout était en rupture de stock. Donc il faut avoir des collaborateurs qui sont agiles. Quand le samedi soir, Édouard Philippe annonce la fermeture des bars, du coup, on avait déjà passé des commandes chez LDLC pour être sûr d'avoir des écrans, des claviers, et du coup, tout le monde s'est mis en mode combat pour assurer la pérennité de l'activité. Et puis nous, on avait quand même des commandes dans le pipe, hein, donc les clients, on pouvait pas leur dire ciao, on se retrouve le 11 mai. Donc voilà. C'est vraiment toute l'équipe qui s'est mobilisée pour faire en sorte que ça déroule, quoi. Ton trafic, alors tu te mets en ordre de marche pour fonctionner pendant ce confinement. Ton secteur et ton pays principaux, sont hyper affectés, donc la neige et la France. Comment est-ce que tu gères ton mix catégorie à ce moment-là, une fois que vous êtes installé, que vous êtes en mode travail? Sur toute la partie trafic, franchement, ça a été toutes les datas, elles ont explosé, quoi. Parce que du coup, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont complètement arrêté d'enchérir sur AdWords ou sur Shopping. Du coup, on se retrouvait avec des pics de trafic. Toute notre gestion qui est basée sur de l'historique, il a fallu tout reprendre à zéro. Ouais, ça a été vraiment chaud pour maintenir nos objectifs de ROI, s'assurer qu'on poussait des catégories qui étaient demandées. Trouver aussi des solutions en termes de gestion financière, parce que nous, mars-avril, c'est quand même des gros mois sur tout ce qui est ski de rando, les raids à ski. C'est des gens qui font des gros paniers pour pouvoir s'équiper. Là, on s'est retrouvé avec tous les produits sur les bras. Nos fournisseurs, pour le coup, eux, sont moins en prise directe, donc il y avait quand même beaucoup de boîtes qui étaient fermées. Et du coup, on a dû organiser des transports pour aller récupérer de la cam, parce que du coup, je pense à une catégorie, les porte-bébés, par exemple, où beaucoup de pères de famille, je pense, ont redécouvert qu'ils avaient des enfants à la maison. Du coup, catégorie qui a explosé, mais plus de transporteurs. Donc ton apprentissage, ou plutôt ton insight, c'est écouter la data. Ouais. La data a explosé parce que tu as eu plus de visites, j'imagine. Les magasins ferment. Non, pas au début. Au début, en fait, la pire journée en termes de trafic, ça a été le dimanche des élections, là, où du coup, on savait que Macron allait prendre la parole, mais il y avait un climat qui était quand même ultra spécial. Et du coup, les gens, nos requêtes génératrices de trafic, elles étaient plus du tout faites, quoi. Okay. Donc le trafic, c'est vraiment, il y avait plus rien, quoi. Mais après, il a repris. Il a repris à partir de Pâques. Okay. Mais il y a eu vraiment un mois où du coup, en termes de trafic, c'était atone, il se passait plus rien, quoi. Et à partir de Pâques, quand il y a eu la date du déconfinement qui a été annoncée, les gens se sont remis à se dire on va pouvoir se faire un week-end, on va pouvoir autant s'équiper pour aller faire un footing autour de la maison. Et là, c'est reparti, mais pareil, sur des... comment je peux dire ça ? Sans socle de l'historique de data qu'on a, avec des mouvements ultra erratiques. L'exemple des porte-bébés, il est bon, où du coup, le nombre de requêtes a explosé. Tu comprends pas pourquoi, t'as pas d'historique, il n'y a pas de saisonnalité, donc t'as pas ce recul. Et tu dois... Ok, l'écoute de la data... en temps réel, quoi. En temps réel. C'est vraiment les signaux faibles que la data te donne en temps réel. Intéressant. T'as dit les annonceurs, et alors, on l'a vu chez nous aussi, hein, chez les plus gros clients, mais ralentissent l'investissement, voire l'arrêtent. Est-ce que vous en profitez ? Tes mots-clés baissent ? Ouais. Oui, on en profite parce que du coup, il y a moins d'annonceurs, donc forcément, le niveau des enchères diminue.
Mais par contre, je pondère ce que je dis du fait aussi qu'il y a des catégories qui étaient plus du tout recherchées, quoi. Donc tout ce qui était lié au sport d'hiver, ça c'était, il se passait plus rien. Donc du coup, on en a profité, mais sur des articles qui nous génèrent un panier moyen qui est un peu plus faible, quoi. Ok. Et t'as fait des coups de poker? Sur le trafic? Ouais, ou sur certains produits ou catégories de produits? Ouais, bah les porte-bébés, porte-bébés. ouais, on a bien chargé, ouais. Tu disais que t'as organisé des transports toi-même pour aller chercher des produits chez des fournisseurs? Ouais, c'était, enfin, ouais. Donc vous avez quoi, loué des camionnettes, des camions? Bah, on a des camions qui servent à l'événementiel, Ok. qui servent à plein de trucs, donc du coup, on a envoyé Les camions, c'est des nos collabs leaders du sur la stock. route. Ouais. Bon, on a la chance d'être au milieu quand même de pas mal de boîtes de l'outdoor qui ont leur stock à proximité, donc on n'est pas allé à Anvers ou je ne sais où chercher des conteneurs, hein, mais du coup, ouais, on a essayé d'avoir du stock sur les produits qui étaient demandés, quoi. À proximité, t'as aussi la Suisse. Ouais. Est-ce que y a eu un report de conso? Non, il y a pas eu de report de conso. Ce qu'on a vu, c'est que le pourcentage de nouveaux clients était plus important par rapport à notre repeat habituel. Et en fait, on était impacté par les dates de lockdown des différents pays. Donc fallait jongler avec. Fallait jongler en disant bah ok, les retails sont fermés, donc il va y avoir plus de demandes sur le e-com, mais il fallait être en mesure de processer les flux, hein. Parce que pour livrer les Suisses, faut passer la frontière, même si c'est à côté. Et du coup, pendant un mois, ça passait plus, hein. Donc non, mais enfin, je veux dire, il y a eu, encore une fois, on l'oublie parce que, mais alors la Suisse, c'est pas l'Union européenne, mais même les autres destinations qu'on livre avec la Poste, on a dû arrêter et couper les livraisons parce que les transporteurs étaient plus en mesure de passer les frontières. Je te parle pas du Covid et du Brexit à Noël de cette année, mais on pourra peut-être en parler après. Mais du coup, je veux dire, il y a quand même eu des difficultés de processer la logistique qu'on n'avait jamais imaginé auparavant, quoi. Plein de difficultés, et t'as raison, on a tendance à les oublier peut-être un an après, surtout que maintenant que les terrasses sont ouvertes et que la France a gagné l'Euro. Pas encore. On enregistre le lendemain du premier match. Mais bref, avance rapide, tu finis quand même l'année à plus 30, alors que tu as commencé à moins 85 sur le premier mois ou les quelques premières semaines. Comment? Et bah, c'est une course de fractionner qui a duré 12 mois, quoi, avec des gros ralentissements, des grosses croissances. Ce résultat, on l'obtient parce que on a anticipé des fortes demandes sur des catégories de produits qui étaient ultra recherchées. Donc on a parlé des porte-bébés sur le printemps, mais sur la partie hiver, ça a été ski de randonnée, le ski de fond, la raquette. Et qui existait déjà, mais qui n'était pas aussi représenté. Ouais, nous sur les sports, en fait, le ski alpin est une de nos catégories de sports d'hiver, mais du coup, depuis le début, on est vraiment ultra diversifié sur les activités sur le matériel qu'on propose pour les sports d'hiver. Donc on avait des bonnes positions en référencement naturel. Voilà, on s'est pas inventé vendeur de raquettes à la fermeture des stations de ski. La deuxième fermeture des stations de ski. La non-ouverture des stations de ski. C'est ça. Et donc du coup, on sait pas quand l'annonce a été faite de la non-ouverture des stations, on sait pas comment je peux dire ça. C'est pas décontenancé. On s'est dit bah ok, on essaye ça et puis on verra, quoi. Et puis du coup, ça a bien fonctionné. Et sur le ski alpin, ça n'a pas été tant une cata que ça. On fait moins 15 par rapport à... Et qui s'est équipé? Les Suisses, les Autrichiens, qui eux avaient les stations... La France représentait, tu m'as dit 50% de ton volume, Mm. et tu fais seulement un moins 15 sur cette catégorie. Ok. Parce que du coup, déjà à Noël, il y a quand même des gens qui... Tu fais un cadeau à Noël, donc il y a quand même eu des skis alpins en cadeau. Et les pays qui étaient ouverts, ils étaient aussi bloqués chez eux. Je sais pas, des Suisses qui partaient se faire une semaine au soleil, je ne sais où. Du coup, il y a eu une surconsommation de ski alpin parce que tout le monde était bloqué sur son territoire et que les scores des stations suisses, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de Britanniques et d'Allemands, sont pas si dégueux en fait. Ils ont eu une petite baisse parce que la part de skieurs étrangers est important. Ouais. Mais du coup, la consommation nationale a largement compensé la baisse des journées skieurs étrangers. Et du coup, alors pour clore un peu cette partie-là, je retiens, mais rester agile, savoir écouter les signaux faibles, la data nouvelle, puisque tu n'as pas d'historique et de recul. Et puis
tabler sur des... Alors j'ai mis coup de poker, mais c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, essayer en tout cas de bien répondre aux demandes clients, aux insights que tu peux recevoir. L'international, c'est une réponse intéressante aussi. Du coup, ta relation avec ces invests, pour revenir, pour boucler la boucle, à la fin de l'année, ils sont super contents. T'avais prévu combien de croissance au début? On fait le BP. Tu fais le BP. Et on fait le BP en chiffres et en renta, on est au-dessus. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que notre ROI a été meilleur du fait des gros annonceurs sur le printemps qui n'ont pas du tout enchéri. Et les décalages de soldes nous ont aussi bien aidés en fait. On a eu des périodes de vente à full price qui ont été plus longues. Ouais. Ok. Tu communiques sur ton chiffre d'affaires? Ouais, on peut. Ouais. Combien tu fais? Donc on a clôturé à 45 millions hors taxe. Avec 30% de croissance, donc tu avais fait 30 l'année. On a fait 35, 34. Ouais. Félicitations, c'est beau. Merci. Tu vises les 100 millions à combien de temps? 2000, normalement, février 25. Février 25, tu les dépasses quoi. Ouais. Bon, après, on va voir. Ta clôture, c'est mars à février? C'est fin février. Ouais. Ok. Bon, écoute, t'as dit, mais après, on va voir. En fait, non, mais faire des BP maintenant, déjà avant, c'était un exercice qui était quand même. Qui donne une trajectoire, mais c'est un exercice de style, quoi. C'est un exercice de style quand t'as même pas encore lancé ton produit. Faire un BP à 5 ans, c'est complètement débile. Et ouais. On nous le demande. Enfin, on nous le demande, pardon. Il y a des invests ou des banques qui le demandent. T'as plus de maturité, de connaissance de ton marché, de visibilité. Oui, mais plus gros, quoi, mais malgré tout, en fait, quand tu sors d'une période comme ça, tu réalises que ça tient un peu de choses, quoi. Ouais, tu te dis putain, mais il peut se passer tellement de trucs d'ici là que. Et puis tu maîtrises pas tous les facteurs, quoi. Nous, dans nos têtes, on a quand même un plan au cas où les stations réouvrent pas l'année prochaine, quoi. Ça fait partie des options en se disant variant indien, je sais pas quel variant on va encore découvrir cet été, mais on essaye d'anticiper un peu et de prévoir les scénarios, et celui-là en est un, et il pourrait... Un contingency plan de l'hiver. Il y a quoi dans ce plan? Dans ce plan, c'est se dire qu'est-ce qu'on fait de nos stocks de ski alpin, comment on réagit si la demande elle est toujours aussi forte sur les catégories autres. C'est de se dire, compte tenu du nombre qu'on sera, est-ce que nos équipements réseau y tiennent pour pouvoir tous bosser en VPN, comment processer la logistique, quel impact d'un possible fermeture des frontières. Enfin, maintenant, on essaye d'anticiper un peu plus de scénarios pour pas se retrouver un peu ébahi devant tout ce qui se passe, quoi. Vous avez vendu les iMac pour acheter des Mac? On a acheté pas mal de MacBook. Ouais. Je pense qu'on a contribué à la rentabilité d'Apple cette année. Comment est-ce que vous avez gardé le lien avec les consos? Donc la data, c'est de l'insight froid qui vient d'eux, mais il faut leur parler aussi. Du coup, réseaux sociaux, ça a quand même été un outil qu'on a encore plus mobilisé que d'habitude. Et on s'est fait pirater notre compte Insta juste avant le Black Friday. Donc ça a été aussi... Comment? Le mot de passe traîné dans un drive? Non, même pas, mais il y a eu... en fait, il y a eu toute une série de comptes qui ont été piratés par... on a localisé l'attaque de Turquie. Et il y a eu pas mal de comptes qui se sont fait... Il y a Utopia qui s'est fait attaquer en même temps. Il y a eu je sais plus quel... du coup, on s'était créé un petit groupe pour savoir... pour s'aider, ça a été fastidieux. Vous avez réussi à le récupérer? On a réussi à le récupérer, ouais. Comment? Secret, ça je peux pas... D'accord, mais en contactant les équipes de Facebook ou d'Insta? No, Secret, ok, il veut pas le dire. C'est marrant parce que ça arrivait à pas mal de monde. Ouais, mais ça... Mais je savais pas que c'était... Je pense que, franchement, je pense que c'est plus une faille dans la sécurité d'Insta, et qui en plus avait son système de double vérification par SMS qui était pas fonctionnel. Parce que du coup, quand le système il est repassé on, j'ai reçu 500 SMS de suite parce que tout était bloqué dans le pipe pour avoir les codes de double authentification. Il y avait une queue de SMS en attente. Alors, ceux qui l'ont perdu autour de moi sont malheureusement, c'est des erreurs bêtes de... j'ai changé de téléphone et puis le stagiaire qui a le mot de passe est parti et du coup je peux plus récupérer sur mon téléphone. Ouais. Mais normalement tu as l'adresse d'origine de création de compte qui te permet de revenir. Écoute, ça arrive à 2-3 boîtes autour de moi, mais à chaque fois pour plutôt une erreur humaine, tu vois. Okay. Et ça, je pense que on en a déjà parlé sur le podcast, donc je pense que vous le savez, chers auditeurs, mais c'est
c'est la prunelle de vos yeux, quoi. Déjà qu'on ne maîtrise pas les réseaux sur lesquels on communique, on investit beaucoup d'argent sur ces réseaux, mettre tant d'argent, tant d'efforts, créer des assets, enfin bref, c'est un long travail pour avoir tes 10 000, tes 100 000, ton million de followers et en perdre l'accès. Quel enfer, quoi. Ouais, alors effectivement... tu veux réagir, vas-y. Ouais, je sais pas si je t'autorise à réagir. Je trouve que le niveau de service proposé par Facebook et Insta est vraiment pauvre. C'est pas normal... Dans ce genre de cas ? Ouais. C'est pas normal que les annonceurs galèrent autant. Nous, on est au service de nos clients. Quand il y a un problème, on réagit, quoi. On laisse pas le truc comme ça en stand-by pendant 15 jours, 3 semaines, quoi. Et ce que tu dis est juste, c'est hyper important de maintenir un niveau de sécurité qui est élevé, de ne pas laisser traîner les mots de passe, mais ça nécessite aussi que ces sites, ces apps, elles aient aussi un niveau de service qui soit au diapason de l'importance qu'elles ont, quoi. Et là, je trouve que chez eux, il y a vraiment un trou dans la raquette, quoi. Je suis d'accord avec toi. J'ai envie de me faire l'avocat du diable et de me dire que servir 2 milliards d'utilisateurs ou 100 millions d'annonceurs, je sais pas combien d'annonceurs, je dis ça totalement en l'air, mais c'est un enjeu, quoi. Un enjeu d'humain, de support. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu te retrouves devant un mur, quoi. Enfin, à chaque fois, ça arrive pas souvent, heureusement, mais quand t'as un truc qui bloque un peu, c'est compliqué de trouver une solution. Après, pour moi, c'est vraiment Facebook, Insta. Chez Google, quand on a une problématique... Je voulais pas pointer. Moi, je pointe. J'ai trouvé leur attitude vraiment pas cool, quoi. Et vous avez trouvé une solution ? Et on a trouvé une solution. Qui était, du coup ? Qui restera secrète. Bon. Donc, pardon, on revient au sujet. Le lien avec les consommateurs sur les réseaux sociaux. Du coup, les réseaux sociaux, du coup... Ça dure combien de temps, le piratage ? Vous avez récupéré au bout de combien de temps ? 3 semaines, je crois. Oh, putain, c'est long. Ouais, c'est long, ouais. Pardon pour le gros mot. Ouais. Et donc, du coup, réseaux sociaux, importance décuplée pour pouvoir échanger avec les consos. On a aussi mis en place des activations pendant le premier lockdown. On faisait des concours de recettes, vu que la cuisine est devenue l'activité, le sport national. Du coup, des recettes pour pouvoir cuisiner le reblochon sous toutes ses formes. Ce qui permettait aussi un peu dans notre écosystème, les producteurs de reblochon sont quand même importants. Du coup, il y avait quand même des difficultés d'écoulement parce que tout ce qui se vendait en station était plus vendu, donc il y avait des quantités de lait qui ont été jetées, enfin bref. Et donc on a essayé un peu de booster ça à notre petite échelle. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Dès que cet été, dès qu'on a pu réouvrir les shops, on a réenclenché des événements en essayant de Vous aviez 3 boutiques à l'époque ? On a toujours 3 boutiques. Toujours 3 boutiques, ok. Tout à l'heure, tu me parlais des insights, de la data. Il fallait être à l'écoute des signaux faibles. Mais là, t'es passif. Tu vois des visites sur ton site et des requêtes qui augmentent sur les portes bébés. Tu te dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que vous avez parlé à vos consommateurs pour comprendre ce qu'ils faisaient pendant ce lockdown, là où ils allaient ? En fait, on a un système où on partage les photos de la semaine. Donc, du coup, on voyait les activités qui étaient pratiquées par nos consos. Et c'était un moyen pour nous aussi de les maintenir un peu... de maintenir le lien avec la communauté et puis de leur dire qu'on pouvait quand même pratiquer des activités même s'il y avait beaucoup de contraintes, quoi. Ok. Concours de cuisine et puis la fondation d'entreprise aussi que vous avez lancée. Ouais, alors la fondation d'entreprise c'était plus tard, c'était ça on l'a fait. L'idée elle germait depuis un petit moment et on l'a lancé pour le décalage du Black Friday français parce que du coup pareil. Faire un Black Friday à 2 dates différentes, ça c'était nouveau. C'était pas mal à gérer dans le back-office. Et donc du coup, fondation d'entreprise, on l'a fait autant pour les consos que pour nos collabs. L'idée c'était d'avoir un message un peu d'engagement sociétal vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs pour le Black Friday. Donc le principe c'était qu'on donnait 15 € pour toute commande à plus de 99 € sur le site. Donc c'était quand même un engagement assez fort en termes 15% de ta marge, ouais. Non, 15% du chiffre. 15% du chiffre, pardon. Donc la marge plus importante. Et donc en faisant une promesse qu'on donnerait à minima la première année 150 000 €. Et la fondation, elle a pour objectif de soutenir 2 types de projets. Ramener les enfants à la montagne parce que même en Rhône-Alpes il y a plein de familles qui emmènent jamais leurs kids faire du ski, faire de l'escalade ou découvrir ce que c'est qu'un alpage
et le lier avec des projets de protection de l'environnement. Et en plus de ces 150 000 euros, on propose à l'ensemble des collaborateurs de Snow Leader d'investir une dizaine de jours, soit en apport de compétences dans la fondation, ou pour soutenir un projet caritatif, quel qu'il soit. Donc c'est du mécénat de compétences. Exactement. En pratique, comment ça se passe ? En pratique, comment ça se passe ? La mise en route, elle est un peu poussive. Là, on a recruté une personne qui va être dédiée pour justement encadrer la fondation. On a fait un premier appel à projet où on a reçu à peu près une quarantaine de projets. Donc là, il faut qu'on arbitre pour décider quel projet on va soutenir. On s'est heurté aussi à pas mal de contraintes réglementaires. Fondation d'entreprise, c'est quand même ultra encadré. C'est une structure à part ? C'est une structure à part, qui est une structure de fondation, qui a une comptabilité de fondation d'entreprise, donc c'était vraiment nouveau pour nous. Et en fait, on voulait pas être accusé de profiter d'un abattement fiscal. Parce qu'il y en a sur les fondations. Ouais, bah c'est comme ça. Un don à une asso, quoi. T'as 66% d'abattement d'IS de mémoire, ou 60, je sais plus. Et donc du coup, l'argent qu'on va donner, il faut qu'on l'encadre avec une convention pour s'assurer que les fonds soient utilisés à bon escient. Nanana. Donc il y a un peu de formalisme juridique qu'on est en train de finir. Et l'idée, c'est que pour le Black Friday de l'année prochaine, dont on ne connaît pas la date encore, l'un des Black Friday, on puisse annoncer les premiers projets qu'on a soutenus et un peu montrer quel est l'impact des actions qu'on a entrepris, quoi. Vous avez récolté combien en tout ? On n'a pas, je crois qu'on était à 148 500, un truc comme ça. Donc vous allez atteindre on a atteint la target. L'engagement, ok. Et sur le mécénat de compétences des employés, comment est-ce que ça se passe ? C'est 10 jours, tu as dit ? Je veux pas dire, c'est 6 ou 10 jours, je sais plus. Sur 220 jours travaillés, enfin exactement. 215, 220, donc ça fait... ok. Mais c'est au libre, choix des collabs, c'est une fenêtre qu'on ouvre. Ils ont le droit de exactement consacrer jusqu'à... Ok. Ouais. Et il y en a qui l'ont déjà fait ? Non. Ok. Pas pour l'instant. Mais la période a été vraiment... particulière. En fait, dans le lien avec les collabs, la période, elle a été très difficile. Parce que déjà, réunir toutes les équipes, c'était mission impossible. Chez Snow Leader, on a quand même une bonne culture de la fête, de l'apéro. Ça, terminé. Donc, du coup, pour pouvoir échanger et impliquer les collaborateurs dans le projet, ça a vraiment été... difficile, quoi. Donc là, on réenclenche parce que tout le monde revient au bureau. Tout le monde revient au bureau. On organise. On a déménagé notre entrepôt logistique au Versou, donc pas très loin d'Annecy, mais sur un autre site. Et donc du coup, on fait une grosse soirée là-bas avec tous les collaborateurs pour pouvoir présenter les chiffres, expliquer les projets, comment ils ont avancé, où on va. On l'a fait au mois de novembre, mais du coup, j'ai dû le faire équipe par équipe. Parce que je voulais que ce soit en présentiel pour avoir de l'interactivité et puis les visios là je craque, mais du coup ça m'a pris la semaine en fait de réunir les équipes, de pouvoir échanger avec eux, et l'implication de la gestion du Covid, elle a nécessité vraiment beaucoup de temps et d'énergie de tout le monde. Et du coup, on pouvait pas, là, au printemps, reprendre une semaine. Enfin, moi, je pouvais pas reprendre une semaine pour pouvoir interagir avec toutes les équipes. Donc, on s'est dit, on va attendre de voir ce qui se passe. Et donc là, mercredi 7 juillet, grosse soirée. Grosse chouille, Snow Leader, nouvel entrepôt. Exactement. Mais du coup, annoncer les chiffres. Une chouille sérieuse. Où du coup, on va annoncer les chiffres, faire visiter l'entrepôt aussi, parce qu'il y a plein de collaborateurs des bureaux qui n'ont pas vu l'entrepôt. On a proposé des navettes et compagnie, mais voilà, fallait pas être plus de 4 dans la voiture. Donc du coup, ça va permettre de réinitier et de relancer ce projet avec la personne qu'on a recrutée qui va s'occuper justement de gérer nos projets de mécénat et la com interne pour faciliter l'implication des collaborateurs dans ces projets caritatifs. Ça intéresse tout le monde, les chiffres ? Vous êtes 160, c'est ça ? Ouais, c'est t'as différents niveaux de lecture, enfin... Oui, il y a différents niveaux de lecture, mais ça donne quand même un peu le... on a des écrans dans tous les bureaux où on voit en direct le chiffre d'affaires par pays, le taux de conv, le panier. On est quand même ROI focus. Ok, c'est quoi ta North Star ? North Star, c'est quoi ? Ton étoile du Nord, quel est le KPI qui t'obsède ? C'est le taux de conv. Vraiment, ça, je le regarde. Matin et soir, matin, midi et soir, tout le temps par jour.
C'est intéressant parce qu'on parlait du lien avec les consommateurs, mais du coup, il y a le lien avec les équipes et la fondation d'entreprise, et c'est pas évident. Évidemment, à 160, encore moins qu'à. Ouais, et puis en ayant en plus, à gavé de déménager. recrutement, on déménage. Donc le fait d'être installé sur 2 sites, ça a demandé une implication de l'équipe de management pour pouvoir faire en sorte que cet entrepôt, il soit pas considéré comme une annexe. On veut vraiment que ce soit aussi le cœur du réacteur de Snow Leader. Donc en termes d'éco, d'aménagement, ça ressemble à notre siège social. C'est pas une antichambre logistique, quoi. Ouais, compris. Restons dans la pierre pour parler un peu de retail. Donc toi, tes plans, évidemment, c'était de continuer à ouvrir des boutiques. Tu prospectais à Paris pour venir ouvrir des boutiques physiques ici. Tu en as toujours 3. L'activité, évidemment, l'a ralenti, mais ensuite, c'était fini. Mais Ouais, l'activité, elle a ralenti pas tant que ça, en fait. Parce que... Pardon, le plan a ralenti. Oui, le plan a ralenti. Ouais. Mais l'activité retail, au final... on a 3 boutiques, donc nos outils de mesure ils sont quand même assez limités, mais Annecy elle est, malgré les 3 ou 4 mois de fermeture sur l'exercice, elle est au même niveau de chiffre d'affaires que N-1, quoi. Parce que il y a eu vraiment un report, il y a eu aussi une fréquentation en montagne cet été qui a été dopée. Cham est pas tant mal et Lyon subit un peu plus parce que un peu la même problématique que Paris, désertification un peu des centres urbains où il y a beaucoup de sièges sociaux, de banques d'assurance où du coup eux ils sont en home office depuis 16 mois. Ouais, c'est ça. Mais tu as continué de rechercher des pas de porte. Ouais. On a recherché, on a regardé plus que recherché. Donc écoute passive du marché. Passive pour voir un peu quelle était l'évolution des valeurs locatives. Et il n'y avait pas d'opportunité? Il y avait des opportunités. En fait, il y avait pas mal de locaux qui étaient vacants, donc tu n'avais pas de porte à acheter. Mais au niveau de la valeur locative, il n'y a pas eu d'ajustement en fonction du niveau de trafic de la rue, quoi. On en parlait au téléphone, à la Défense par exemple, qui est quand même un gros centre de trafic. Bah du coup le trafic s'est effondré et les valeurs locatives elles n'ont pas été du tout ajustées. Et puis au-delà de ça, même si moi je reste convaincu que le projet retail il est ultra important pour la marque, aujourd'hui se faire financer du projet retail en allant voir les banques, faut quand même être ultra créatif dans le pitch pour les intéresser sur un projet comme ça, quoi. L'enseignement là qui est intéressant, mais tu confirmes un truc, c'est que les loyers n'ont pas baissé, que les foncières et les propriétaires se sont dit on va serrer les fesses, je pense, en attendant que la période passe, plutôt que de brader nos loyers. Le bail c'est un engagement en général 3-6-9. Donc les foncières elles résonnent sur un temps long et donc elles n'ont pas envie qu'un événement brutal vienne impacter sur le temps long la valeur de leurs assets, quoi. Ouais, tu peux faire des baux temporaires. Elles auraient pu, il y aurait pu avoir un mouvement de marché, mais sur la pierre, à l'achat et le résidentiel, ça n'a pas. Bien au contraire, sur la pierre, du coup, les valeurs des murs ont explosé parce que c'est un investissement qui est considéré comme sûr par rapport à d'autres investissements. Je prends un peu de hauteur. Alors c'est marrant que tu dises que c'est difficile d'aller présenter un projet retail à une banque alors que t'as emprunté 25 millions je crois pour ton entrepôt, mais on y viendra plus tard. C'est quoi ta vision de l'avenir des flux physiques et retail en ville? Franchement, je sais pas. Je sais pas en fait comment quelle va être la pérennité de la modification des flux qu'on a observé ces 18 derniers mois. Est-ce que le home office va devenir quelque chose de standard? Est-ce que ces flux pendulaires qu'on voit entre les grands centres de décision et les petites villes à côté vont pouvoir perdurer? La question du transport, elle est quand même... on n'est pas un pays ultra moderne en termes de transport. Pris le TGV ce matin, je veux dire, c'est quand même assez roots par rapport à d'autres pays où il est ultra facile de voyager, quoi. On veut supprimer les avions sur je crois que c'est plus de 2h30. Alors ça c'est une vision très... Moins de 2h30. Moins de 2h30. Mais c'est une vision ultra parisienne en fait, parce que quand t'es en province et que tu veux aller dans une autre région, c'est quand même ultra galère, quoi. Ouais. Et t'es content de prendre l'avion. Annecy-Brest, Annecy-Biarritz, c'est pas évident, quoi. Et puis, on a pris goût
je pense comment formuler. Mon point est le suivant. Je pense que consommer des biens de grande conso standardisés, il n'y a plus besoin de bouger ses fesses, quoi. Ouais, puis c'est chiant, quoi. T'as pas envie de perdre ton temps à acheter des produits que tu connais. Donc, mais par contre, donc une opportunité et du potentiel pour la spécialisation. Ouais, mais un centre-ville, ça fonctionne avec un écosystème. Donc, pour que les gens ils aient envie d'aller en centre-ville, c'est pas que une belle boutique Snow Leader qui va leur donner envie de venir. Faut qu'il y ait aussi d'autres choses autour qui soient intéressantes, quoi. Donc, ça remet en question, ça temporise. Ça remet pas en question. Ça temporise et ça nous fait réfléchir sur le modèle. Peut-être pour aller dans d'autres endroits que des centres-villes, quoi. C'est Lyon, Annecy et Chamonix, votre boutique. Il y en a l'une d'elles, si je me souviens bien, mais je veux pas dire de bêtises, qui était plutôt ça, pas un concept store, mais un magasin démo, quoi. Non, toutes font de la vente Toutes font de la vente et toutes sont rentables. Enfin, voilà, on appelle ça un magasin parce que on a l'habitude dans le centre-ville d'avoir des magasins. Ça pourrait porter un autre nom, point de contact, je sais pas. Enfin, mais en tout cas, même si la vente elle est pas traditionnelle dans des rayons et compagnie, les boutiques génèrent un chiffre d'affaires au mètre carré et les vendeurs ils sont objectivés sur ce niveau de chiffre qu'ils développent, quoi. Bon, très bien. Quid de l'international ? Bah, l'international, ça a été. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Ça a été notre bouée de sauvetage. Ce qu'on a appris. À gérer des dates de soldes différenciées en fonction des pays, des Black Friday différenciés en fonction des pays. D'un point de vue process, ça a vraiment été super lourd d'avoir ces dates et ces timings qui étaient tout le temps différents et souvent appris au dernier moment. Black Friday, vous êtes sur Magento, hein ? Ouais. Et pas prévu de changer ? Si, là on reste sous Magento, mais 2. Du coup, on fait la mise en prod 24 août. Vous étiez sur 1.9, c'est ça, et vous passez à la nouvelle version. Ouais. Combien de temps la migration ? Tout le projet, pardon. Combien de temps le projet, on l'a initié mi-mars, donc c'est 18 mois. Mi-mars l'année dernière, ouais. Pardon. 18 mois. Ouais. C'est long ? Ouais. Combien de produits, combien de rêves vous avez ? On a 25 000 rêves, donc ça fait 250 000 lignes dans la base. Mais on a intégré un PIM, on a modifié un peu le fonctionnement de notre système d'info et on a repris vraiment complètement le site pour avoir un usage mobile qui soit vraiment top, quoi. 18 mois, c'est long, ça me paraît... Enfin, pardon, c'est un temps tout à fait normal, hein, c'est une migration, pour une migration de cette taille. Après, c'est l'initiation, je te parle vraiment de la remise des specs jusqu'à la livraison finale du projet, quoi. Avec une agence ou en interne ? Avec une SS2I, ouais. Une SS2I, ok. Donc des mecs qui sont venus bosser chez vous ? Non, pas forcément. Okay. Bah, du coup, c'était compliqué de les faire venir chez nous. Ça aussi, après mai, tu vois. Ouais, mais non, du coup... La question était con, j'avoue. C'est un réflexe des temps anciens. Sur le PIM, vous avez choisi quoi ? Akeneo. Ok. Akeneo, que j'ai déjà invité, je crois. Vous êtes les bienvenus, je le redis, pour venir raconter les enjeux d'un PIM sur le panier. Donc Akeneo pour le PIM, quels autres outils vous avez greffés sur ce nouveau système ? Quels autres outils ? Du talent justement pour pouvoir urbaniser les flux, Elastic pour tout urbaniser les flux, tous les flux entre le e-com, le RP et les boutiques, okay. Et compagnie. Les boutiques non, parce que c'est le RP qui fait la liaison, mais en gros, tous les flux sont interfacés par Talend. Ok. Et on a une grosse brique élastique pour ce qui est search, merch et les filtres. Ok, compris. Donc, l'international, tu dis que tu as appris à gérer plutôt être agile sur les dates d'ouverture, fermeture, de confinement, et puis de promo, quoi. Et la logistique, hein, j'insiste là-dessus, mais ça a vraiment été un point dur. Et du coup, ça a vraiment été notre... bouée de sauvetage, c'est un peu dur, mais en tout cas, c'est ce qui a fait qu'on sort une année qui est au BP malgré tout ce qui s'est passé, quoi. Ok. Et quels sont les plans pour l'année à venir ? Justement, les capex qu'on voulait engager dans le retail, on va les engager pour finir la couverture internationale, la couverture européenne, pardon, de Snow Leader, avec un plan d'ouverture de domaine pour tous les pays dans lesquels on n'est pas encore présent ou traduit, quoi. Avec des équipes locales ? Avec des équipes, mais au siège pour l'instant. On n'a pas de volonté d'avoir des équipes sur place.
Donc avec des équipes au siège, c'est Ouais. ça, pardon. Très bien. Et sur quel pays? La Hollande, Scandinavie, donc Danemark, Suède, Norvège, Finlande, et la Pologne aussi, un gros marché outdoor. Ce sont... alors, je connais pas pour la Pologne, mais sur les pays nordiques, c'est un marché très concurrentiel, non? Sur lequel vous êtes à la fois très légitime d'aller, mais comment est-ce que vous les appréhendez, ces marchés? Bah, En plus, pardon, excuse-moi, je termine, mais alors, il doit y avoir un gros taux de pénétration des produits, des sports d'hiver, mais ce sont des petits pays. La Norvège, je crois que c'est 4 ou 5 millions de personnes, non? c'est 4,5 millions pour être Ouais, précis. c'est ça. Mais du coup, maxi Mais pouvoir tout le d'achat. monde quoi. fait... oui, maxi pouvoir d'achat, ça c'est clair. Et tout le monde fait du... Ah bah 100% Ce qu'ils font, quoi. 100% d'utilisateurs. pénétration sur les sports que vous visez. Donc en fait cette volonté de couverture européenne. Alors la Norvège c'est pas le bon exemple parce que c'est pas dans la zone, c'est pas dans l'Union européenne. Mais il y a aussi la modification de la législation sur la TVA là qui est applicable au 1er juillet. Qui fait qu'on doit du coup, même si on dépasse pas les seuils de chiffre d'affaires, payer la TVA locale. Et le niveau de TVA dans les pays scandinaves est super élevé. Donc si on n'avait pas de nom de domaine dédié pour pouvoir encapsuler les prix dedans, on aurait une perte de marge qui serait conséquente. Parce que le taux de TVA au Danemark, il est à 25 ou 24, je sais plus. Et donc du coup, si tu vends au même prix qu'en France, bah du coup, tu perds 4 à 5 points de marge. Ce qui, nous, dans notre marché, est beaucoup. Et du coup, d'un point de vue archi, c'est ton Magento en centrale qui va gérer les différents sites? Ouais. Et donc t'as une décli par pays. Et On a une décli par pays, Ouais. après une animation commerciale aussi par pays, des moyens de paiement spécifiques, des moyens de livraison spécifiques. Et tout ça géré depuis la France? Tout ça géré depuis la France. Ok. Et on a aussi le Brexit à gérer parce que C'est un gros marché pour vous? ouais, ça faisait 7,5-8% du total. Ok. On a reçu les instructions mi-décembre pour une mise en application le 30. C'était cool. Vous avez réussi? Ouais, on a réussi, mais Comment ça, on a forcément. reçu les instructions? Qui t'envoie des instructions? Bah en fait le deal Elles sont publiées, quoi. ouais, Le elles sont deal est publiées, publié. mais du coup Ouais, mais il y a une tolérance. ah non, il y avait zéro tolérance. Le 30 décembre, il vérifie? Le 30, bah en fait, c'est pas qu'ils vérifient, c'est qu'il y avait, il fallait passer la douane, l'application de la TVA était plus la même, non, il y a eu, ça a été on-off, hein. Putain, quel enfer à gérer. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Non, franchement, on a géré. Je suis content de ce qu'on a fait. 8-9%, 8-10%, je sais plus comment tu m'as dit, mais de 35 millions, ça fait quand même un gros volume d'affaires. J'avais en tête la question de me dire, est-ce que ça vaut le coup de... Ah bah nous, on s'est même pas posé la question. Enfin, Ouais, il bien fallait, sûr, bien sûr. fallait le faire. 10% de ton CA, tu le... Et les Intéressant. règles qui ont été mises en place, elles sont kafkaïennes, hein. Le seuil, il est à 135 pounds pour l'application de la TVA. Soit c'est nous qui encaissons et qui la reversons à l'administration fiscale britannique. Au-dessus, du coup, c'est le client qui doit directement la payer. Les transporteurs étaient pas prêts. En plus, il y avait le Covid, donc tout le transport routier a été arrêté. Tous nos colis étaient bloqués à Calais. Les retours, je t'en parle pas parce que du coup, quelqu'un qui a commandé au moment où la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, bah du coup, il payait sa TVA chez nous. Et quand il voulait faire un retour, bah du coup, la Grande-Bretagne faisait plus partie de l'Union européenne. Donc du coup, ouais, ça a été, Oh, quel enfer. ouais, ça a été vraiment relou. Je comprends que il y a un on-off sur tout ce qui est physique. Et tu vois, les transporteurs, un jour ils marchent, le lendemain ils doivent passer par la douane, j'en sais rien. Mais sur ton site, ça doit être un enfer aussi, du coup. Bah ouais, ils ont Ça a bien pu carburé mettre, à ouais. Noël pour faire une mise en prod. Du coup, donc nous, l'application c'était le 31 à 16h. Et nous, du coup, on a dû le mettre en prod le 30 parce que du coup, avec le décalage, ce qui est commandé sur le site, voilà, le temps que ça parte. Donc, C'est la même ESN qui gère Ouais. la migration et la maintenance du Magento actuel. Ouais. Ok. Cool. Le temps file. J'aimerais parler un peu de pilotage d'entreprise, passer de 120 à 160. Mhm. Tu as pris 50% de croissance presque. Tu as fait un gros déménagement aussi. Vous avez construit votre entrepôt, c'est ça? Alors, on a 2 déménagements. L'année 2021 est une année charnière. Ouais, parce qu'on s'embêtait déjà avant, quoi. Ouais. C'est ça. Il n'y avait pas suffisamment à faire avec. Non, mais là, c'est vrai, c'est une grosse année, hein, franchement. Du coup, donc on a racheté une ancienne usine Caterpillar. Excellent. Qui fait 25 000 mètres carrés pour déployer notre logistique. Donc ça, Il faisait quoi dans cette usine, Caterpillar? Ils assemblaient des pelles mécaniques. Donc rien à voir avec la choucroute. Rien à voir avec la choucroute. Donc tu gardes les murs et le toit. Ouais, et on a fait des gros travaux. En fait, on avait 2 lots de travaux. Un premier lot qui est fini
qui consistait à donner le label ICPE 1510 pour les connaisseurs de logistique. C'est quoi en gros, c'est une norme environnementale qui fait que s'il y a un incendie, tu limites le rayonnement de l'incendie à l'intérieur de ta parcelle. Ok. Voilà. Donc ça, c'est fini, peu ou prou. Et là, on rentre dans la partie robotisation parce que du coup, on a décidé de robotiser l'entrepôt pour pouvoir mieux gérer ces pics de croissance qu'on a pu avoir. Donc là, on est en cours de déploiement de la robotisation en ce moment. Donc l'entrepôt, il est en prod. On a récupéré les clés mi-septembre 2020. On a mis en prod l'entrepôt le 26 avril et donc au 30 juin. Donc 6-7 mois de travail. Ouais. Ok. Donc là, il est en prod l'entrepôt. Ouais. Il gère à peu près 70-80% des flux. Il gère à 100% des flux à partir de fin juin. Et donc la robotisation, elle rentre en prod à partir de, allez, on va dire mi-septembre. Ok, c'est génial. Combien de personnes bossent sur les 160 sur la partie logistique ? Ils sont là, il y a plus de monde parce que du coup, on est en déménagement, donc on a un surplus d'activité temporaire. Au Versou, ils sont 45 là à peu près à bosser. Ouais. Et en parallèle de ça, vous avez aussi construit vos... Et donc exactement, on fait construire un nouveau siège social qui va être top moumoute. On a fait un truc vraiment top. On a pris du temps pour pouvoir concevoir le bâtiment dans lequel on est actuellement. Il a fallu vraiment aller très très vite parce que je t'en avais parlé, mais du coup on avait des containers maritimes qui nous servaient à stocker sur le parking pour gagner de la place dans nos anciens locaux. Donc on avait dû vraiment aller super vite. Et donc là on a pris plus de temps pour vraiment concevoir un siège à notre image. Donc qui respecte le label F-Energy. On a des panneaux solaires, on a fait du béton bas carbone. On a vraiment essayé de faire un truc qui soit dans l'air du temps et puis qui respire les valeurs de Snow Leader. Donc on a un mur d'escalade à l'intérieur, on a un boulodrome, on a fait plein de trucs cool, on a mis un grand toboggan pour circuler entre les niveaux. Donc j'ai hâte. C'est hyper cool. Nous, on adore l'immobilier chez Cosa Vostra. Je pense que vous écoutez très certainement Génération de Vie Yourself. Donc vous savez qu'on aime bien l'immo. On vient d'ouvrir des bureaux de fous à Bordeaux, les plus beaux bureaux de France. On aime bien ça. Mais sur la partie logistique, je pense que ça doit être passionnant. Nous, on a quoi, 1000 m², je pense, à Bordeaux. 25 000, c'est énorme. Ça doit être passionnant comme projet. Combien ça coûte de créer un entrepôt ? Comment tu te projettes ? Il va t'amener jusqu'à combien ? Enfin. Bon, l'entrepôt, il va nous amener, franchement, je vais pas dire qu'il est quasi sans limite, mais il y a une réserve foncière en plus qui nous permet d'agrandir. Cet entrepôt, c'était vraiment la première fois où je suis allé le visiter, c'était avant le Covid. Et mon associé qui m'aide sur justement les sujets immobiliers, il me dit on va aller voir ça, mais c'est vraiment grand quoi. On est arrivé là-dedans et c'était 25 000 m² mais sans cloison. Parce que comme c'est une usine tu vois 300 mètres devant quoi. T'hallucinais quoi. Donc là, du coup, on a dû créer des cellules et compagnie pour les ICPE. Et du coup, on s'est dit, bah allez. C'est ça. Et puis, c'était déjà construit. Parce que faire construire, c'est. Là, le siège, bon, c'est beaucoup plus petit, hein, ça fait 3000 m², mais c'est déjà. Ça prend du temps. Mais là, en fait, on n'avait pas les délais de permis, de machin, de trucs. Donc, le temps de go-to-market, de mise en prod, il était super court, quoi. Combien ça coûte ? De quoi ? 25 000 m² près d'Annecy que tu rajoutes à Caterpillar. Ça coûte aux alentours des 15 millions d'euros. Ouais. Ok. Ensuite, tu as les travaux, tu as la robotisation. Et par contre, de faire financer un bâtiment quand tu t'appelles Snow Leader et que c'est le Covid et que les stations de ski sont fermées, ça c'est pas mal aussi. C'est une expérience. Mais tu as réussi à le faire. Ouais, on a réussi à le faire, ouais. C'est parce que du coup, j'ai vraiment une super équipe qui m'aide sur tous ces sujets-là. Et du coup, là, ça a été quoi le sésame ? Franchement, je sais pas. La confiance que les banques ont en nous. C'était ta banque habituelle, ta banque historique, ou c'était une nouvelle banque qui voulait conquérir Non, c'était nos banques avec lesquelles il y en a deux nouvelles qui sont rentrées, mais du coup c'était vraiment ça a été je le prends avec beaucoup d'humour maintenant, mais en fait on a shooté la présentation, je crois, je sais plus, fin février, un truc comme ça, aux banques. Fin février, du coup 2020. Et du coup, toutes les banques étaient à bloc parce qu'on venait de lever, on avait des bons chiffres. Du coup, c'était plus à se dire comment on va saucissonner le financement pour satisfaire tous les partenaires. Et puis, du coup, à partir de mi-mars,
le rapport de force a quand même changé en notre défaveur. Et non, ça a été chaud parce que du coup, on savait que ce truc-là, il nous le fallait. Il fallait expliquer aux banques qu'en fait, le Covid, ça avait pas d'impact sur la trajectoire de Snow Leader et que du coup, il fallait sortir de ce truc-là pour se projeter et voir demain, quoi. Cool, ça doit être passionnant. Bah, c'est génial. On a fait un peu le tour des sujets que je voulais aborder. Pour ouvrir peut-être, mais tu m'avais parlé de quête de sens aussi quand on préparait cet entretien. Vous êtes 160, c'est plus une petite start-up. J'imagine qu'il faut donner de la visibilité à tes collaborateurs, à tes partenaires, à tes fournisseurs. C'est pas que le nombre, hein, c'est aussi la période qui veut ça. On a besoin de recruter, de staffer les équipes. On est à Annecy, c'est quand même pas un bassin d'emploi qui est sans limite. On a Genève qui est à côté, où du coup tous les fans de chocolat adorent aller parce que le chocolat est très très bon à Genève. Donc c'est à la fois une volonté de ma part de donner du sens à ce que je fais et aussi d'impliquer les collaborateurs dans le projet au-delà de justement tu disais tout à l'heure le North Star, c'est de regarder autre chose que les KPI qu'on mesure au quotidien, quoi. Et du coup la fondation elle vient vraiment je sais pas comment je peux te dire ça, c'est un peu certains chefs d'entreprise, quand ils commencent à avoir un peu d'argent, ils s'achètent une Porsche, j'en sais rien. Et du coup, moi, c'est un peu ma Porsche, quoi, la fondation. C'est le truc. Je suis parisien, mes parents m'ont emmené très tôt à la montagne. La montagne a changé ma vie. Enfin, je veux dire, j'aurais pas eu ça, je sais pas ce que je ferais, quoi. Je pense que je serais triste. Ça, c'est certain. Et du coup, le fait de pouvoir donner cette chance à d'autres gamins, du coup, c'est ma Porsche, quoi. C'est génial. On va finir là-dessus. C'est un beau message. Thomas, merci infiniment pour ton temps. C'était cool de te revoir. Bah ouais, carrément. Sur ton passage express à Paris. Et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez Thomas sur LinkedIn, entre autres, Thomas Rouault, et évidemment sur Snow Leader. Merci Thomas. Merci Laurent. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.